62 millions de dollars brûlés, 3 ans de travail, une promesse officielle de guérir le cancer et au bout du compte, un système informatique incapable de lire le dossier médical du patient assis en face de lui. Épisode IBM Watson, l'IA qui voulait guérir le cancer. Chapitre 1, Jeopardy ou le malentendu fondateur. Une victoire télévisée transformée en promesse médicale. Comment IBM a vendu un tour de passe-passe comme une révolution. Février 2011, auditorium d'IBM à Yorktown Heights, New York. 3 joueurs s'affrontent sous les projecteurs du jeu télévisé Jeopardy. 2 d'entre eux sont humains, Ken Jennings et Brad Rutter, les 2 plus grands champions de l'histoire du show. Le 3e est une armoire métallique remplie de serveurs, son nom, Watson. En 3 soirs de diffusion, l'armoire écrase les 2 hommes. Watson remporte $1 million reversés à des œuvres caritatives selon IBM. Ken Jennings, éliminé, écrit sur son écran de réponse finale « Je, pour ma part, accueille nos nouveaux maîtres informatiques ». La phrase devient virale, et dans les salles de direction d'IBM, quelqu'un a une idée. Pour saisir ce qui rend cette idée si dangereuse, il faut comprendre ce que Watson faisait vraiment sur ce plateau. Pas de raisonnement, aucune inférence, ce que Watson faisait, c'est calculer des probabilités sur des milliards de fragments de texte numérisés, encyclopédies, journaux, bases de données, pour trouver la réponse la plus statistiquement plausible à une question formulée en langage naturel. C'est un exploit d'ingénierie réel, considérable, mais ce n'est pas de la compréhension. Watson ne savait pas ce qu'était un cancer. Il savait que le mot « cancer » apparaissait fréquemment dans des contextes associés à d'autres mots particuliers. La nuance est invisible depuis les gradins de Jeopardy. Elle est décisive dans une salle de consultation. Si une machine peut battre les meilleurs cerveaux humains à un jeu fondé sur le langage naturel, sur l'ambiguïté, sur la culture générale, alors elle peut lire des milliers d'études médicales, absorber l'historique de millions de patients et recommander le bon traitement pour chaque cas de cancer. L'annonce est faite dès l'année suivante, en 2012. IBM signe un partenariat avec le Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, le temple mondial de l'oncologie, pour entraîner Watson à la médecine. Le problème, c'est que gagner à Jeopardy et guider un traitement oncologique n'ont presque rien en commun. À Jeopardy, la bonne réponse est unique, vérifiable et inscrite dans une base de données fermée. En médecine oncologique, le bon traitement est un espace ouvert et mouvant. Il dépend de ce que le patient peut tolérer, de ce que son pays rembourse et de ce que la littérature a publié ces 6 derniers mois. Culturellement situé, jamais figé. Watson avait résolu le premier type de problème avec brio. L'autre type allait lui résister pendant 10 ans. La puissance de communication d'IBM, elle, n'avait aucune résistance. Virginia Rometty, PDG d'IBM, baptise Watson Health le coup de lune de l'entreprise. En 2014, IBM injecte $1 milliard dans la division Watson, annonce confirmée par le Wall Street Journal dès janvier de cette année. L'année suivante, l'objectif affiché monte à $10 milliards de revenus annuels d'ici 2023, déclaration rapportée par CNBC en mai 2015. Les directions hospitalières du monde entier reçoivent des délégations commerciales. Des publicités télévisées mettent Watson en scène aux côtés d'oncologistes souriants. Le message est limpide, la machine va sauver des vies. Ce que cette promesse construisait, c'est le mécanisme le plus classique du hype cycle, une performance réelle dans un domaine étroit, extrapolée sans vérification à un domaine infiniment plus complexe. Le terreau est idéal, la peur du cancer est universelle, les systèmes de santé cherchent désespérément à réduire les erreurs médicales et personne dans la salle de vente ne connaît suffisamment l'oncologie pour poser la question gênante. La question est si Watson ne savait en réalité rien de tout ça. Chapitre 2, MD Anderson, 62 millions pour rien. Un hôpital de référence mondiale, une promesse de copilote médical, et quelque part dans les sous-sols informatiques, 2 systèmes qui ne se parlent pas. En 2013, le MD Anderson Cancer Center de Houston embarque. C'est l'un des 5 meilleurs centres anticancéreux au monde. Sa mission officielle depuis les années 40, éradiquer le cancer. L'accord avec IBM est présenté en interne comme un outil pour tenir cette promesse. Le projet s'appelle Oncology Expert Advisor, le conseiller expert en oncologie. Watson ingère les dossiers patients, les études publiées, les protocoles de traitement et suggère un plan thérapeutique au médecin. Le médecin reste décisionnaire, Watson est le copilote. Ce que les communiqués de presse ne disent pas, c'est que MD Anderson est en train de migrer son système de dossiers patients vers Epic. Epic est le logiciel de gestion hospitalière dominant aux États-Unis. Watson, lui, a été développé pour fonctionner avec l'ancien système, Clinic Station.
Les deux ne se parlent pas. Au sens technique du terme, Watson ne peut pas lire les dossiers des vrais patients hospitalisés dans le nouveau système. C'est un peu comme embaucher un cardiologue en lui précisant qu'il n'aura pas accès aux électrocardiogrammes. Les équipes d'IBM et de MD Anderson passent des mois à contourner le problème, sans succès exploitable. En septembre 2016, IBM met officiellement fin au contrat. L'audit de l'Université du Texas réalisé après coup est accablant. 62 millions de dollars dépensés selon IEEE Spectrum, dont 11,6 millions puisés dans des fonds de donation destinés à la recherche avant même d'être reçus. Les procédures d'appel d'offres ont été contournées. Le projet n'a jamais été opérationnel sur de vrais patients. 62 millions de dollars pour un outil qui ne pouvait pas lire un dossier médical. Ce n'est pas un problème technique mineur, c'est la définition même de l'échec de la couche workflow. Watson n'a jamais contrôlé le processus métier de bout en bout. Il a été greffé sur une infrastructure qu'il ne comprenait pas, dans un hôpital en pleine migration logicielle, vendu par des commerciaux qui avaient tout intérêt à signer avant que les questions techniques soient posées. IBM encaissait le contrat pendant que MD Anderson portait le risque. Ses chercheurs et ses administrateurs ont passé 3 ans sur un projet mort-né. Et au bout du compte, la facture était prélevée sur les donations destinées à la recherche. L'histoire de MD Anderson n'est pas une exception. Elle est le prototype de ce que des dizaines d'hôpitaux allaient vivre à des échelles différentes. À l'époque, la machine de vente d'IBM continuait sur sa lancée. En 2016 et 2017, Watson for Oncology était déployé ou en cours de déploiement dans plus de 50 établissements de santé à travers le monde, selon Stat News en septembre 2017, des marchés aussi différents que l'Inde, la Corée du Sud ou le Brésil. Un hôpital sud-coréen accrochait une bannière géante avec le logo de Watson sur la façade de son bâtiment. La vitrine était en parfait état. Chapitre 3. Les recommandations dangereuses. Et si le problème n'était pas un bug à corriger, mais la conséquence logique d'une architecture construite sur du faux. Juillet 2018, le site d'investigation médicale Stat publie une enquête dont les sources sont des diapositives internes de Watson Health. Ces documents, présentés par le médecin en chef adjoint de la division, détaillent les problèmes du produit avec une franchise inhabituelle pour une communication interne. La formulation utilisée dans ces diapositives est précise. Watson a formulé des recommandations unsafe and incorrect, en français, dangereuses et incorrectes, non conformes aux recommandations nationales de traitement. La note précise immédiatement aucune de ces recommandations n'a été appliquée sur un vrai patient. Ce point est important et il ne doit pas masquer ce qu'il révèle. Pour qu'un système de recommandation génère des suggestions dangereuses sur des cas de test, il faut comprendre comment il a été entraîné. C'est là que le mécanisme central de l'échec devient visible. Watson n'a pas été formé sur des données de vrais patients. Il a été entraîné sur des cas synthétiques, des patients hypothétiques, des scénarios construits de toutes pièces par les oncologistes du Memorial Sloan Kettering, et non pas par une grande diversité de spécialistes. Les préférences de traitement reflétaient les pratiques de quelques experts de ce centre new-yorkais particulier. Le problème est structurel et il se déroule à 2 niveaux distincts. Les cas synthétiques ne capturent pas la variance réelle des patients, leurs comorbidités, leurs fragilités, leurs traitements en cours, leurs préférences culturelles. Un patient hypothétique est toujours plus simple qu'un vrai patient. Mais au-delà de ça, les pratiques du Memorial Sloan Kettering, aussi excellentes soient-elles, ne sont pas universelles. Les recommandations américaines ne sont pas les recommandations coréennes ni les indiennes. Ce que MSKCC prescrit pour un patient de 50 ans à New York n'est pas forcément recommandé pour un patient de 70 ans à Séoul, compte tenu des protocoles de remboursement locaux et des différences biologiques documentées entre populations. Les études coréennes publiées entre 2017 et 2019 confirment l'ampleur du biais. Sur le cancer colorectal, la concordance entre Watson et les oncologistes locaux ne dépassait pas 49%, chiffre tiré d'une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology, Clinical Cancer Informatics. Chez les patients de plus de 70 ans, elle tombait à 20%, selon une étude PLOS ONE de mars 2019 portant sur les mêmes cohortes coréennes. 20% de concordance signifie que Watson et les médecins coréens étaient en désaccord sur 4 cas sur 5 dans cette tranche d'âge. Ce n'est plus un outil d'aide à la décision, c'est un outil de friction. La question que soulève cet épisode pour tout dirigeant qui évalue un outil d'IA n'est pas quels sont les résultats de la démo, c'est sur quelles données a-t-il été entraîné, par qui, dans quel contexte géographique et culturel, et est-ce que ces données ressemblent à la réalité dans laquelle je vais le déployer. La démo Watson était impressionnante. Les données d'entraînement étaient une fiction soigneusement construite, présentée comme la médecine de référence mondiale. Chapitre 4. 4 milliards pour une vitrine. 4 milliards dépensés, des bannières sur des façades d'hôpitaux et une question qui flotte. Qui, exactement, était le vrai client de tout ça ? Pour comprendre ce qui s'est passé avec Watson Health, il faut sortir du récit de l'échec technologique et regarder les motivations économiques d'IBM à ce moment précis. En 2012, IBM traverse une crise de sens.
Le grand mythe de l'informatique d'entreprise, hardware, services, licences, est en train d'être démantelé par le cloud. Les hyperscalers américains et européens tirent la marche vers le bas. IBM a besoin d'un récit de transformation crédible. Watson, après Jeopardy, est ce récit. Entre 2015 et 2016, IBM acquiert 4 sociétés de données de santé pour environ 4 milliards de dollars. Merge Healthcare, Truven Health Analytics et 2 acteurs de la santé connectée, Find et Exploris, montant confirmé par le communiqué de presse IBM lors du rachat de Truven pour 2,6 milliards. L'argument est simple. Watson a besoin de données pour apprendre. Les données de santé sont les plus précieuses qui existent. En les absorbant, IBM crée une barrière d'entrée unique. La logique est séduisante, mais dans la pratique, ces données achetées ne sont pas propriétaires au sens stratégique. D'autres acteurs peuvent acquérir des ensembles comparables. Ce n'est pas un fossé, c'est une dépense de signal. Pendant ce temps, la machine commerciale déploie Watson dans les hôpitaux du monde entier à marche forcée. L'argument de vente fonctionne parce qu'il adresse la peur. Dans un comité de direction hospitalier, personne ne veut endosser le refus. L'IA qui guérit le cancer, on ne la rejette pas en réunion. La symétrie d'information est totale. Les acheteurs hospitaliers ne peuvent pas évaluer techniquement ce qu'on leur vend. Ils voient la victoire à Jeopardy, ils voient le partenariat avec Memorial Sloan Kettering, ils voient les bannières dans les hôpitaux coréens. Ce que personne ne voit dans les communiqués, c'est que Watson Health n'a jamais été profitable. La division génère environ 1 milliard de dollars de revenus annuels en 2022 au moment de la vente, selon Health Exec, contre un investissement cumulé estimé à 4 milliards rien que pour les acquisitions, sans compter les frais de développement et de déploiement. IBM vend les actifs Watson Health à Francisco Partners pour environ 1 milliard de dollars selon Bloomberg, un quart de ce qu'il a dépensé pour construire la vitrine. La structure de la création de valeur est ici cristalline. IBM a utilisé Watson Health comme un actif de communication pendant 10 ans, pendant que les cours de bourse incorporaient la promesse de l'IA médicale. Les hôpitaux ont absorbé le coût d'intégration et la charge organisationnelle et porté seul le poids politique de l'abandon. Du côté des patients, aucune blessure directe. Watson n'a jamais eu accès à de vrais malades dans un contexte clinique opérationnel. Mais le coût d'opportunité est réel. 62 millions à MD Anderson, des dizaines de millions dans d'autres établissements, du temps de médecins seniors mobilisés sur un outil inutilisable. Francisco Partners rebaptise les actifs Merative en 2022. Watson disparaît du nom. Le cycle est fermé. Ce qui reste, c'est un précédent parfaitement documenté. Une promesse IA peut traverser 10 ans de démenti factuel sans jamais perdre sa capacité à signer des contrats. MD Anderson abandonne en 2016 et la machine commerciale continue. 2 ans plus tard, Stat publie les documents internes qui documentent les recommandations dangereuses. Les études coréennes finissent par chiffrer le biais à 49% de concordance, pendant que les hôpitaux accrochent encore des bannières Watson sur leur façade. La technologie n'était pas le seul produit, le récit l'était aussi. Et les récits se vendent indépendamment des résultats, tant que l'acheteur n'a pas les outils pour faire la distinction. Chapitre 5. La leçon qui tient debout. Watson est fini depuis 2022, et pourtant, quelque chose dans ce mécanisme tourne encore, exactement comme avant. L'histoire de Watson n'est pas une anomalie, c'est le prototype le plus documenté d'un mécanisme qui se reproduit à chaque génération technologique, et que l'essor de l'IA générative depuis 2022 remet en circulation à une vitesse accélérée. Le mécanisme suit toujours la même séquence, une performance réelle, spectaculaire, dans un domaine bien délimité, Jeopardy pour Watson, la génération de texte pour les modèles actuels. Cette performance est ensuite extrapolée par des vendeurs qui n'ont pas les connaissances sectorielles pour calibrer la promesse, vers des domaines connexes mais fondamentalement différents. Et en face, des acheteurs institutionnels qui n'ont pas non plus les outils pour évaluer l'écart entre la démo et la réalité terrain, et qui, pour certains, n'ont aucun intérêt à le chercher, parce que l'annonce d'un partenariat IA génère de la visibilité. La question structurelle que Watson pose est celle des données d'entraînement. Ce n'est pas une question technique abstraite, c'est la question la plus concrète qui existe. Sur quoi le modèle a-t-il appris? Dans quelles conditions ces données ont-elles été produites? Par qui? Dans quel contexte géographique? Avec quel biais de sélection? Watson a appris sur des cas synthétiques
conçu par des oncologistes new-yorkais d'élite. Résultat, il recommandait ce qu'un médecin de MSKCC aurait prescrit à un patient américain typique, quel que soit le contexte réel. La donnée d'entraînement n'était pas neutre, elle était le reflet d'une pratique médicale particulière, érigée en norme universelle. Ce biais ne concerne pas uniquement la médecine. Tout modèle d'IA déployé dans un contexte opérationnel transporte avec lui les biais des données sur lesquelles il a été formé. Quand un cabinet de recrutement utilise un outil de présélection entraîné sur les embauches passées d'une industrie majoritairement masculine, il reproduit et amplifie le biais. Un outil de crédit formé sur des historiques de prêts dans des zones riches, déployé dans des quartiers sous-bancarisés, pénalise systématiquement ceux qu'il était censé inclure. Watson a rendu ce mécanisme visible parce que les enjeux étaient littéralement vitaux, mais la structure est identique partout. Il y a une question qui ne figure jamais dans les diaporamas de vente. Sur quelles données ce modèle a-t-il été entraîné et ressemble-t-elle vraiment à mes données réelles? Pas celles que j'aurais idéalement, celles que j'ai aujourd'hui dans mes systèmes. Derrière elle, une autre, encore moins populaire en salle de réunion. Si ce système se trompe de manière systématique sur un sous-groupe de cas, comment est-ce que je le détecte et qui porte la responsabilité? IBM n'a pas répondu à ces questions en 2013. Ces questions étaient pourtant déjà dans l'air. Des chercheurs les posaient, des médecins exprimaient leurs réserves en privé. IBM les a ignorées parce que les répondre honnêtement aurait ralenti les ventes. Et ralentir les ventes, en 2013, c'était laisser le terrain à des concurrents qui n'hésiteraient pas à promettre la même chose. C'est la logique de la surenchère narrative. Quand personne ne peut vérifier la promesse, celui qui la formule le plus fort gagne le contrat. La pression pour monétiser la victoire à Jeopardy était trop forte, la fenêtre de narration trop courte. C'est le vrai enseignement de Watson. Une victoire de communication peut être monétisée comme une promesse de solution pendant des années, à condition que les acheteurs n'aient pas les outils pour vérifier l'écart. Ce mécanisme n'a pas disparu avec Watson Health. Il se reproduit aujourd'hui dans chaque démonstration d'IA générative, réalisée sur des données nettoyées, dans des conditions de laboratoire, face à des comités de direction qui n'ont pas encore appris à poser les bonnes questions. La bonne nouvelle, si on peut en voir une, c'est que Watson a au moins eu la décence de ne jamais atteindre les vrais patients. Les recommandations dangereuses sont restées dans les fichiers de test, lues par des ingénieurs, pas prescrites par des oncologistes. L'argent gaspillé était celui des hôpitaux et des donateurs, pas celui de vies humaines. L'IA générative de 2025, elle, est déjà dans les mains d'utilisateurs réels, dans des contextes médicaux, juridiques, financiers, sans les garde-fous que 10 ans d'échecs de Watson auraient dû imposer comme standard minimum. C'est peut-être le vrai héritage de cette histoire. Non pas la mise en garde, elle a été publiée, documentée, archivée dans des dizaines d'articles académiques, mais l'incapacité collective à la lire avant de recommencer. Vous écoutiez IBM Watson, l'IA qui voulait guérir le cancer. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui évalue une promesse IA en ce moment. Il saura pourquoi.